Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle masterclass organisée par l'école 3IS. Aujourd'hui, nos responsables pédagogiques écriture et réalisation fiction reçoivent le scénariste et réalisateur Thomas Bidguin. Qu'est-ce que c'est? C'est alcoolisé? Oui. Après un début de carrière dans la production, Thomas Bidguin écrit son premier scénario de long métrage en 2001 avec The Château, puis coécrit le film À boire de Marion Vernon en 2004. C'est toi qui as écrit ton nom là, tu reconnais quand même un peu les lettres, tu sais quand même un peu écrire. Ouais, un peu. Quelques années plus tard, il travaille au scénario de Un prophète de Jacques Audiard. Cette collaboration avec le réalisateur sera fructueuse car elle se poursuivra sur 3 nouveaux films, De rouillé d'os, Dipan et Les Frères Sisters. Plans? Start a family, have children, marry her, something like that. Thomas Bidguin est récompensé du César du meilleur scénariste pour Un prophète et De rouillé d'os, tandis que Dipan remporte la Palme d'Or au Festival de Cannes. Il ne faut pas pour autant réduire le travail de Thomas Bidguin à sa collaboration avec Jacques Audiard. Il travaille à l'écriture de nombreux films comme Saint-Laurent de Bertrand Bonello, La famille Bélier d'Éric Lartigot et ses 7,5 millions d'entrées en France, ou encore Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano. Il y en a certains à la boîte qui persistent à penser que ton bilan est globalement positif. À la télévision, il écrit des épisodes du Bureau des légendes et est le créateur de Machine, la très étonnante nouvelle série d'Arte. En 2015, Thomas Bidguin franchit le pas de la réalisation en dirigeant Les Cowboys avec François Damiens. Le film est sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes et est copieusement nommé au César 2016. Son dernier long métrage, Soudain seul, abandonne Mélanie Thierry et Gilles Lelouch sur une île déserte pour un époustouflant film de survie vu sous l'angle du couple. Allô? Allô, est-ce que quelqu'un m'entend? Help! Enfin, Thomas Bidguin, c'est aussi un engagement fort dans le cinéma français. Il est membre du collectif 50-50 pour la promotion de l'égalité et de la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel, ainsi que co-secrétaire de la CRF, la Société des réalisateurs de films. Vous avez un sacré palmarès, Thomas Bidguin. Je suis très âgé. Oui, je sais. Expliquez un peu à nos étudiants comment est-ce que vous avez commencé dans les métiers du cinéma. J'ai fait beaucoup de métiers dans le cinéma, mais j'ai une chance, c'est que j'ai toujours travaillé dans le cinéma. Je connaissais personne dans le cinéma quand j'étais enfant et tout ça, mais j'allais beaucoup au cinéma. En fait, la mère de mon meilleur copain était ouvreuse dans le cinéma. Et c'est des ouvreuses, c'était des gens qui vendaient les tickets, puis avant, avec une lampe de poche, comme ça, ils venaient vous asseoir. Et elle nous faisait rentrer, donc on allait tous les jours au cinéma. Et moi, je sais pas quoi, à 12-13 ans, je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Mais je connaissais personne, alors j'ai fait Dauphine, une université de gestion et finance. Et puis, mais chaque fois qu'il y avait un mémoire à faire, chaque fois qu'il y avait un stage, j'ai toujours essayé de les faire dans le cinéma. Il y avait un stage de marketing, je faisais le marketing du cinéma indépendant. Il y avait, donc j'ai fait des stages chez MK2, j'ai fait des stages chez... puis voilà, j'ai essayé de rencontrer du monde comme ça. Même dans les jeux vidéo, à un moment, j'ai fait un stage dans une petite boîte. Et puis ensuite, mon premier boulot, ça a été dans la distribution aux États-Unis. Comme j'avais fait Dauphine, j'ai rencontré un producteur espagnol, basque, moi je suis basque, et il avait racheté une petite boîte de distribution à Los Angeles qui distribuait des films français, des films étrangers aux États-Unis. Mais c'était il y a très longtemps, c'était les cassettes vidéo. Et ça n'intéressait mais personne, mais vraiment personne. Donc c'était le bout du bout de la chaîne alimentaire du cinéma, mais dans la vie du cinéma, et donc j'étais très content. Et donc on m'a envoyé faire un audit de cette boîte, qui s'appelait Connoisseur Vidéo and Film. Et la boîte allait tellement mal que, un mois après, je vivais à Los Angeles et j'étais président de Connoisseur Vidéo and Film et j'avais, je sais pas quoi, 24 ans. Mais je connaissais rien. Je suis resté 3 ans à Los Angeles. Ensuite, je suis allé à New York, toujours pour ce même producteur. Et j'ai produit un film pour lui. Puis ensuite, je suis revenu en France. J'ai travaillé chez MK2. J'ai travaillé comme distributeur. J'ai dirigé la distribution de MK2 pendant 3 ans. Et puis ensuite, j'ai produit. Voilà, j'étais pas un très bon distributeur. J'étais un mauvais producteur, ça c'est sûr. Je pense vraiment que j'étais pas un bon producteur, mais j'étais un distributeur OK. Et ensuite, j'ai écrit un truc et je l'ai vendu. Un tout petit film qui s'appelle The Château. Et c'était un film avec Paul Rudd qui se passait entre la France et les États-Unis. Un tout petit film, mais c'est vendu dans pas mal d'endroits. Et donc voilà, j'avais eu une idée comme ça. Et alors que j'essayais de monter un film pour Why Not, hein, donc j'ai vendu mon premier truc, puis ensuite j'ai écrit un autre truc, je l'ai vendu à un producteur, et j'ai travaillé sur À boire, et ensuite sur Un prophète. Donc c'est allé vite, j'ai eu de la chance, mais ça faisait longtemps que j'étais dans le cinéma,
Et ce que j'avais fait avant, comme distributeur et comme producteur, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans l'écriture. Quand on est distributeur, on se pose une seule question. La seule question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que quelqu'un va dépenser 10 balles pour aller voir ce film? C'est vraiment la question qu'on se pose. Et cette question-là, elle amène à s'interroger sur la promesse d'un film. C'est quoi la promesse? C'est quoi pourquoi est-ce qu'on va aller dépenser cet argent? Et donc ça, cette question-là, plus on se la pose tôt, plus c'est bien. Alors justement, qu'est-ce qui vous a donné en fait le déclic pour écrire? Je sais pas moi. Si, en fait, j'ai essayé de monter un film. J'étais à New York et ça faisait 1 an que j'essayais de monter un film qui était dans ce qu'on appelle Development Hell, dans l'enfer du développement. J'arrivais pas à trouver les sous. Tout ça. Et puis j'ai déjeuné avec un chef opérateur qui s'appelait Tom Richmond, qui est un super chef opérateur qui avait fait Killing Zoe, qui avait fait pas mal de films. Et il dit je reviens de Los Angeles et on a tourné un film, un feature film, un long métrage en 1 semaine avec Naomi Watts et tout. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc, mais moi, ça faisait 1 an que j'essayais de développer un film et lui, en 1 semaine, il savait. Et donc, je suis rentré à l'hôtel et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut faire un film en 1 semaine? Et donc, quelle histoire permettrait de ça, de tourner le film en 1 semaine? Donc, j'ai trouvé une histoire d'un château, d'un héritage des Américains qui allaient... En fait, un château qui était en ruine, le propriétaire vient de mourir, et il y a tout le domestique, le jardinier, tous ces gens se disent « Merde, comment on va faire? Le château est en ruine, il pleut à l'intérieur, tout ça. » Et puis, il y a 2 Américains qui, en fait, héritent du château. Mais sauf que ils ont 27 ans, ils sont frères, et je sais pas quoi, et voilà, c'est un peu des traînes savates. Et donc, ils se retrouvent, donc eux, ils se disent « Waouh, on est riche, on a un château en France. » Et les autres se disent, les Américains arrivent, on est sauvés. Et en fait, c'était la jonction de ces deux illusions. Et donc, j'ai trouvé ça et je me suis dit, un château, parce que comme ça, on va pouvoir tourner, vivre là où on tourne. On les réveille, et on les fait venir des États-Unis, donc on les filme dans le train, dans l'avion, à la sortie de l'aéroport. On prend tout, on fait un truc qui serait moitié documentaire, moitié fiction. Et donc, je déjeune avec un réalisateur et son producteur la semaine suivante et je leur raconte. Et ils m'appellent après, ils me disent on te l'achète. Et je me suis dit waouh! Et donc, ils l'ont acheté, ils l'ont fait. C'est ça, le film qui s'appelle The Château, avec Sylvie Testude, Didier Flamand, Paul Rudd. Enfin, voyez, c'était vraiment un chouette film. Et c'est assez marrant. Mais c'est un tout petit truc. Et ils l'ont fait en 9 jours. On en arrive à votre collaboration avec Jacques Audiard. Ça vient illustrer ça, en fait. Je travaille avec Jacques sur De battre, mon cœur s'est arrêté. Ça, c'était le premier film sur lequel je travaille. J'écris un peu, mais surtout, je suis en production à l'époque. Donc, je travaille du côté de la production, à racheter un remake. Donc, je rachète les droits de remake, puis je lis toutes les versions et tout ça. Et puis là, il se passe un truc, c'est que Jacques ne veut pas voir les rushs pendant le tournage. Il dit, donc, est-ce que tu veux bien les voir pour moi? Il me demande. Et du coup, là, on a... tous les jours, et depuis, sur tous les films de Jacques, je regarde les rushs tous les jours et je fais des notes et voilà. Et donc ça crée un truc, ça crée un vocabulaire commun. Ça crée une façon de travailler. Et donc après, Jacques reçoit un scénario qui s'appelait Le Prophète, écrit par Abdel Raouf Dafri et Nicolas Peufailly, qui racontait l'histoire... un type, mais il était en prison pendant 20 minutes, puis après il partait, je sais pas quoi, il y avait la prison, les Corses et tout ça, mais il n'y avait que 20 minutes de prison, puis après on était en liberté, il allait en Corse, il faisait des tas de trucs. Et donc moi je le lis et je dis non, ce qui est bien, c'est quand il est en prison, donc ce qu'il faudrait c'est qu'il rentre à la première image et qu'il sorte à la dernière image. C'est comme ça que j'ai eu le boulot avec cette idée. Mais oui, ça c'est l'idée du film, c'est pas l'idée de l'histoire. C'est l'idée du film. Ça va être un film de prison. Ok, bon, super. C'était pas un film de prison, c'était un film de voyous, de trucs comme ça. Puis après, on se dit, on réfléchit, on se pose des questions. Comment faire pour que le personnage ait une intériorité? On va trouver l'idée du fantôme, on va trouver tout un tas de trucs. Et puis se dire... Et même à l'écriture, il y a un truc vraiment important qui, je me souviens, c'était le truc qui nous a fait qu'on a compris le personnage, c'est que c'est pas un petit voyou qui devient un grand voyou. C'est un SDF, en fait, au départ. C'est les types qu'on voit dans les squares, comme ça, avec la bière, les trucs. C'est un mec défoncé, il est très... Et donc, c'est ce personnage-là, c'est donc quelqu'un qui n'a pas de famille, pas de domicile, et à la fin, il va avoir un domicile.
Ça, on en parlera après, si vous voulez. Mais c'est cette idée un personnage, ça a un objectif intérieur, et puis un objectif après. Donc, c'est pas qu'un film de prison, c'est un film sur un type qui cherche une normalité, en fait. Vous avez mis 3 ans à l'écrire. Pourtant, vous êtes parti d'un scénario existant. Puis vous avez fait 3 ans d'écriture. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu tout ça? Je suis autodidacte, j'ai jamais ouvert un livre de scénario ou étudié le scénario, jamais. Donc, quand on est autodidacte, on a plein de phrases. Quand on comprend un truc, ça devient une règle. Et donc, moi, j'ai beaucoup de trucs que j'ai appris. D'abord parce que Jacques avait écrit pas mal et c'est vraiment un très bon scénariste. Il avait commencé comme scénariste avant d'être réalisateur. Il avait commencé comme monteur, puis après scénariste, puis ensuite réalisateur. Donc, il avait beaucoup d'expérience. Moi, j'en avais pas du tout. Et il y a beaucoup de trucs. Et donc là, il a fallu discerner les règles qui sont bonnes pour tous les films et les règles qui étaient bonnes pour celui-là. Il y avait plein de règles, il faut vous en dire plein. Par exemple, sur le personnage de Malik, il y avait une règle. On s'est dit, on voulait pas faire un film sauvage avec un personnage con et tout ça, qui est très violent et tout ça. On voulait qu'il ait une intériorité. Donc, on a trouvé cette histoire de peur. Et donc, comment est-ce qu'on donne au personnage une intériorité au cinéma? Souvent, il regarde par la fenêtre ou je sais pas quoi. Enfin bon, là, c'était compliqué. Donc, on a trouvé cette histoire de fantôme qui fait qu'il tue quelqu'un et ensuite, il est hanté par ce fantôme. Et donc, ça lui donne une conscience, ce que les autres n'ont pas. Donc, voilà. Mais on s'est dit, après, ce qui nous intéresse chez Malik, c'est quand il apprend. Donc, on s'est dit, il y avait une règle, je me souviens, on appelait ça le WYSIWYG. What you see is what you get. C'est que dès qu'on le voit faire un truc dans le film, on va lui apprendre. On va le voir l'apprendre. Donc là, on lui dit, tu vas tuer quelqu'un. Il y a un gars qui va venir et qui va lui montrer comment on tue quelqu'un. Ensuite, il est analphabète, il va apprendre à lire. On le voit dans les salles de classe. Ensuite, il va apprendre le corse. Et là, on le voit avec un dictionnaire corse. Puis ensuite, il va monter un business de go fast. Et ben, il a un copain, le gitan, qui va expliquer comment on fait des go fast. Chaque fois qu'on le voit faire un truc, on l'a vu l'apprendre. Et ça fait un personnage. Ça fait que le spectateur est à la même vitesse que le personnage. Et ça, c'est vraiment une bonne règle dans ce film et souvent dans les films. C'est vraiment ce principe-là. Et même cette image qui est celle du poster, il regarde par la fenêtre un petit bout. Ce qu'on voit du monde, c'est tout le temps à travers ses yeux. Et ça, c'est l'idée du point de vue. C'est vraiment important. J'ai compris ça. J'ai mis du temps à comprendre ça. Mais un scénario, c'est du point de vue et du temps qui passe. C'est vraiment... c'est ça. C'est intéressant de vous entendre parler de votre process créa-narratif. Mais il y a une petite légende urbaine scénaristique qui est le fameux cahier B. Ah, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce cahier B? Alors ça, vos profs vont pas vous en parler. Mais il y a un truc vraiment super qu'on fait tout le temps avec Jacques qui s'appelle le cahier B. C'est-à-dire qu'on a le scénario. Un scénario, ça doit être quelque chose qu'on lit et ça doit filer, quoi. Et donc, il y a des scènes qui viennent soit de versions antérieures du scénario qu'on a préféré couper parce qu'elles ralentissaient la lecture ou parce qu'elles peuvent venir de répétitions qu'on a fait avec des comédiens ou de textes à côté ou de trucs qu'on a entendus. Enfin bon. Et tout ça, on le met dans un petit cahier, en plus du scénario, qui est le cahier B. Donc, on appelle ça le cahier Bidguin, mais c'est le petit cahier en plus où il y a des scènes en plus. Donc, qui connaît l'existence de ce cahier B? Les comédiens, à qui on le donne au début du tournage, le premier assistant, voilà, et puis après, c'est tout. Et tout le monde, après, du coup, ça permet, des jours où on se dépêche un peu, de pouvoir caser un ou deux trucs. Et il y a plein de scènes de cahier B dans Un prophète. Et le cahier B, ça sert aussi à ça. Ça sert à garder de la vie dans le tournage. Si on fait que tourner les scénarios, en général, c'est pas bon. Il faut prendre les accidents, et il y en aura forcément. Il va pleuvoir, et ben il faut que ça rentre. Il faut que la vie rentre dans les films. Parce que si on fait juste ce qui est le programme, ben on a des trucs qui sont très secs. De Rouillé d'os, ça va être votre deuxième collaboration avec Jacques Audiard. C'est l'adaptation d'un recueil de nouvelles de l'américain, du Canadien Greg Davidson. Et alors, comment se passe le travail de l'adaptation? C'était curieux parce qu'il y a 10 nouvelles. Parce que De Rouillé d'os, c'est un film qui raconte une histoire d'amour. Pas que, mais entre autres. Et essentiellement, je dirais. Et en fait, il y avait un recueil de 10 nouvelles qu'on s'échange, que Jacques avait reçu pour son anniversaire. Il le lit, il me dit, tiens, lis ça, c'est pas mal. Pendant qu'on était en train de finir, non, même peut-être pendant qu'on écrivait Un prophète.
Et on se dit, ah, ça serait pas mal, il y avait une ambiance dans ces nouvelles, mais il n'y a aucun personnage féminin et pas d'histoire d'amour dans les 10 nouvelles qu'il y avait. Et donc, on en a créé une. Moi, enfin, là, pour le coup, c'est vraiment moi qui ai pris les éléments dans chaque nouvelle pour essayer de raconter un monde. Et il y avait l'histoire d'un oncle et de son... Voilà, c'est devenu le père et le fils. Il y avait l'histoire d'un soigneur au Marineland qui perdait une jambe. Mais là, donc, on a transformé ça en elle. Mais il y avait déjà les orques. Il y avait, voilà, donc c'est vraiment une espèce de patchwork. Ce qui est super, c'est ça. C'est qu'en fait, on prend, et ça, on fait ça souvent. On prend des trucs qui seraient des lieux communs aux États-Unis. Je sais pas quoi, la Californie, le Marineland. On le voit, ce genre de trucs. On ne le voit pas en France, curieusement. Et donc, en le ramenant en France, ça devient des trucs un peu particuliers. Les combats, par exemple. Ces combats-là, ça n'existe pas, les combats qu'on voit dans le film. On invente ça, on en regarde plein. Je me souviens, je me souviens de voir plein de combats sur YouTube. On pouvait voir ça à l'époque. Les mecs dans leur jardin qui se peignaient, quoi. Une espèce de Fight Club. Et donc voilà, on regarde, on va passer du temps à Valenton, qui est l'hôpital où il y a les gens amputés. Et en fait, les médecins là-bas, ils disent, c'est super. Ah bon, je dis, ah bon, c'est super. Il dit, ouais, parce que les gens viennent, ils ont perdu une jambe, ils pensent que leur vie est finie. Et en fait, 3 semaines après, ils peuvent marcher. Et donc ça, on redonne de l'espoir à tout le monde et tout ça, parce que ça va vite, en fait. Dès que ça cicatrise, on met une fausse jambe et ça avance tout seul. Et en 2 jours, on peut marcher. Donc, c'était vraiment super, tous les gens qu'on a rencontrés. Et surtout, j'ai passé beaucoup de temps au Marineland avec les orques, et ça, c'était super. Là, j'ai appris 1000 choses avec les soigneurs et tout ça. On peut passer aux 3e collaboration avec Jacques Audiard. Donc, je parle de Dipan. Dipan en 2015, qui obtient la Palme d'Or à Cannes. Dipan, c'est l'histoire de 3 Sri Lankais, un homme, une femme et une petite fille, qui ne se connaissent pas, qui arrivent en France et qui se font passer pour une famille. Exactement. Voilà. Et ils vont afin de trouver un logement. Et Dipan, qui est le nom du personnage principal, trouve un boulot de gardien d'immeuble dans une cité. Et il va être confronté à la violence de cette cité. Sauf qu'eux, ils ne savent pas, c'est que lui, c'était un guerrier et qu'il a coupé des mains, il a coupé des têtes et il n'a pas peur. Un truc comme ça, c'est un film en tamoul. C'est un vrai revenge movie. C'est un vrai revenge movie, mais ça commence comme un film social. Après, voilà, ça, c'est souvent l'idée qu'on se fait aussi quand on se dit faut réfléchir au film. Il y a une règle, en fait, quand on écrit des histoires. Moi, je pense que, je sais pas d'où ça vient, mais c'est ces règles que j'ai là, comme ça. Et la règle, c'est que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et vraiment, le projet de ce film, Dipan, on en parlait comme ça, c'était, vous ne verrez plus le type qui vend des roses à la table du restaurant de la même façon. Parce que ce type-là, c'était un guerrier, fier, fort, et donc voilà, c'était cette idée-là. Et de renverser, de faire un film du côté des migrants. Et ça, c'était formidable parce que Jacques, là, à ce moment-là, après De Rouillé d'Os et Un prophète, il est au sommet vraiment, il est très populaire. C'était des films qui ont très bien marché. Et il décide de faire un film en tamil. Et donc ça, c'était un vrai choix. Et puis, c'était une vraie décision politique. Justement, comment est-ce qu'on écrit des personnages qui, a priori, sont loin de soi? Eh bien, en étant proche de soi. Parce que, en fait, moi, je pense que il y a un truc universel, quand même, un truc comme ça. C'est quoi d'avoir perdu une guerre? Je le sais pas. Mais par contre, je sais ce que c'est que d'avoir des défaites. Je sais ce que c'est que d'être humilié. Je sais ce que c'est que... Là, c'est ce personnage-là, il va devoir essayer de conquérir l'amour de cette femme qu'on voit. Voilà, pour elle, il va essayer de ramener la paix dans dans la petite société dans laquelle ils sont arrivés. Et du coup, voilà, c'est en étant très proche, mais c'est pareil pour Malik, d'un prophète, ou c'est des personnages qui ne sont pas très sympathiques. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois que les personnages, quand ils sont trop sympathiques, et ça, c'est un débat tout le temps avec les producteurs, mais les producteurs, ils veulent tout le temps que les personnages soient sympathiques. Et en fait, quand un personnage est trop sympathique, il ne peut rien lui arriver. Il peut être triste ou malheureux, quoi, voilà. Mais il n'a pas de truc à apprendre parce qu'il est déjà sympathique. Alors que les personnages là, qui sont soit des brutes, soit des types qui savent rien, soit des pages blanches comme Malik, ça, ces personnages qui ne sont pas très sympathiques. Et souvent, d'ailleurs, on prend des personnages on va dire, qui sont un peu les rebuts de nos sociétés,
Ou, vous voyez, le mec qui vend des roses à la table de restaurant, il y a peu de gens qu'on traite aussi mal. On dit, ah, c'est bon, c'est bon. Les mendiants, voilà. Et Malik, c'était un mendiant sûrement, de Malik d'un prophète. Lui, c'était un vendeur de roses. L'autre, on voit bien au début, il vole de la bouffe dans les poubelles du TGV pour faire bouffer son fils. On va prendre des personnages comme ça, qui sont pas très sympathiques. Vous voyez, Mathias Schoenaert, Ali, dans Dorohedros, il file des torgnoles à son fils et tout ça. Mais ces personnages qui sont pas très sympathiques, s'ils comprennent un truc, s'ils changent des avances de 5 degrés, ils tournent comme ça et comprennent quelque chose, et ben ça va vous donner une foi dans toute l'humanité. Vous cherchez vraiment l'arc dramatique de votre personnage. Ouais, il faut les faire partir, parce que c'est des héros. Et donc, c'est quoi un héros? C'est quelqu'un qui part du plus loin possible, à qui vous allez mettre le plus d'embûches possible, le plus de bâtons dans les roues. Et s'il triomphe, eh ben, c'est un héros. Donc, il faut partir. Et souvent, on part pas d'assez loin. Au cinéma, dès qu'un truc est ce qui semble être, on s'ennuie. Vous voyez, si les méchants sont trop méchants, on s'ennuie. Si les gentils sont trop gentils, on s'ennuie. Si les gentils triomphent très facilement, on s'ennuie. Enfin, voilà, il faut que les choses ne soient pas exactement ce qu'elles semblent être. Et donc, il faut que le film ne soit pas exactement celui qu'on semble être. Donc là, ce film commence comme un film, effectivement, comme un film social, et puis il va finir comme un film de baston. Et ça, voilà, il faut qu'il évolue. On aura la même réflexion avec Saint-Laurent, qui commence comme un documentaire sur la couture et qui finit comme un opéra. Voilà, il faut que la forme se transforme. Vous cherchez à maltraiter vos idées, d'une certaine manière. Bien sûr, il faut vraiment... Et c'est pour ça que c'est bien d'écrire à plusieurs, toujours. Moi, si vous voyez, tous les films dont on va parler là, c'est toujours des collaborations. Alors, les Frères Sisters, c'est votre dernière collaboration cinématographique avec Jacques Audiard. Une prochaine qui va arriver. Une énième, donc voilà. Alors là, c'est un véritable western. Vous avez revisité le genre, mais est-ce que ce film-là constitue pas un fantasme de cinéma américain? Oui, sûrement. Le western, moi, c'est un genre qui m'a beaucoup touché. Mon premier film s'appelait Les Cowboys, vous voyez. Mais c'était l'inverse des cowboys. Les cowboys, c'était comment raconter une histoire de cowboy aujourd'hui. Et ça, c'était comment mettre de la modernité dans une histoire de cowboy. Ou comment raconter aujourd'hui dans une histoire de cowboy, vous voyez. C'était vraiment l'inverse dans la réflexion. Ce personnage-là, qui est joué par John C. Reilly, qui joue aussi dans Les Cowboys, c'était lui était un personnage qui comprend quelque chose de la modernité. Après, du coup, vous voyez, on a appris un truc sur les Frères Sisters. Souvent, quand on fait les films, avec Jacques, en tout cas, on se demande si c'est un film A ou un film B. Vous voyez, les films B, vous voyez ce que c'est le cinéma B, c'est les films de baston, de trucs comme ça. Dipan, ça commence un peu comme un film A, avec des personnages, des sentiments nobles et ça finit un film de baston. Un prophète, ça aurait pu être l'un ou l'autre. Il y a des films de prison qui sont des films A, je sais pas quoi, je pense au Trou de Becker, comme ça. Et puis, il y a beaucoup de films de prison qui sont, je sais pas quoi, juste des films B, des films de genre, quoi, voilà. La grosse différence entre un film A et un film B, c'est le budget, en fait. Et donc, on pense beaucoup à ça. Les Frères Sisters, par exemple, c'est un film, je sais, quand on en parle maintenant avec Jacques, on se dit que c'était trop cher. Parce qu'il traverse des villes, il a fallu tout, je sais pas quoi, tout reconstituer. Dès qu'un mec met un chapeau, tout est là. Et tout ça. Et il y a eu une version qu'on a écrite, que j'ai écrite à un moment. C'était pas facile, mais on s'est dit, il faut trouver un moyen de faire un plus petit film. Et donc, j'ai écrit une version où tout se passait de nuit. Il en reste cette scène de début, là, avec la grange qui brûle, qui a fait le poster du film. Et cette scène où ils sont dans le noir et ils sont éclairés que par les flammes des flingues. On est en 1851, donc les flingues font des énormes flammes encore. C'est des trucs à poudre qu'on remplit comme ça. Et du coup, voilà, il en est resté ça. Mais on s'est dit, voilà, si on faisait ce film de nuit, ça serait beaucoup moins cher. Et donc, c'est deux types qui sont cherchés. Et donc, parce qu'ils sont cherchés, il faut qu'ils évitent les villes. Il faut qu'ils se déplacent la nuit. Le jour, ils se cachent et ils dorment. Et donc, voilà. Et faire un film, voilà, cette image, elle vient de là, absolument. Et on avait cette idée. Mais bon, c'est compliqué à vendre, hein, une idée comme ça. Et puis, c'est compliqué, vous savez quoi, à l'écriture, de faire passer le temps dans un film où il fait que nuit. Parce que la succession de nuit et de jour, c'est ça qui fait passer beaucoup de temps dans les films. Et du coup, là, un film qui se passerait que la nuit, ça serait... Mais c'est resté un regret pour nous.
Vous qui venez de la production, l'argent reste vraiment... C'est une industrie. Ah ouais. Moi, je pense toujours que c'est une industrie. Et après, c'est une industrie qui crée des chefs-d'œuvre. Et donc, il faut essayer d'être dans une industrie qui crée des chefs-d'œuvre. Mais chaque film... Après, moi, je viens de là, mais je me dis, chaque film ça devrait être une bonne affaire. Moi, j'aime pas... Après, les films, ils marchent ou ils marchent moins bien. Mais des fois, il y a des films... Vous voyez, le petit film de Château, par exemple. Je sais pas quoi, ça s'est vendu dans 17 pays. Pas cher, mais ça avait rien coûté. Et donc, ça a gagné de l'argent. Et c'était une bonne affaire. Voilà, après, voilà, plus vous faites des films gros, plus vous condamnez au succès. Et il y a d'autres réponses que l'argent, surtout. Quand on a un problème, on a plein de problèmes au cinéma, et surtout pendant le tournage. Et donc, il y a toujours une réponse, c'est l'argent. Vous pouvez toujours régler vos problèmes avec des sous, en y jetant des sous. Donc, je sais pas quoi, là, il se passe un truc, vous perdez un décor, on jette des sous et on a un autre décor. Ou il pleut, on jette des sous et on passe la journée à attendre. En jetant des sous, on peut faire des trucs. Mais en fait, si vous essayez trop, il y a toujours une autre solution. Vous savez, c'est le triangle, mais ça, je sais pas quoi, c'est fast, good and cheap. Vous voyez ça, ce truc-là. C'est fast, good et cheap. Et soit, on peut en avoir que deux. On n'a jamais trois. On n'a pas de truc qui soit rapide, bon et pas cher. Donc, on a rapide et pas cher, mais c'est pas très bon. On a rapide et je sais pas quoi. Enfin, voilà. On n'a jamais les trois. Et donc, il faut choisir les deux et puis il faut trouver des solutions. Il faut être inventif. C'est vraiment un truc où il faut rester tout le temps alerte. Dès qu'on s'enfonce en se disant « Merde, comment est-ce qu'on fait pour respecter le programme? Comment on fait pour respecter le programme ?» À partir du moment où le programme, ça y est, il a déjà explosé, là, on s'enterre. Il ne faut pas s'enterrer, il faut être léger dans ce truc-là. Mais au scénario, comme à la réalisation, comme à la régie, et tout ça, ça demande de la souplesse, quoi. Comme je dis souvent aux étudiants, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Voilà, c'est exactement ça. Alors, en parallèle de votre collaboration avec Jacques Audiard, vous avez également écrit d'autres films, et notamment un film qui a fait plus de 7 millions d'entrées, qui est La famille Bélier, en 2014. Un film réalisé par Éric Lartigot. Pareil, c'est un film dont vous n'êtes pas à l'origine de l'idée. C'est un scénario de Victoria Bedos. Je suis arrivé très tard même sur le film. En fait, Éric, que je connaissais un peu, mais pas très bien, m'a appelé. En fait, il avait un scénario, mais les comédiens n'étaient pas sûrs. Et en fait, ça sert beaucoup à ça, un scénario. Ça sert à décider les comédiens aussi. Donc, ils n'étaient pas certains. Et puis, du coup, il me le fait lire. Et là, c'est pareil. C'est comme s'ils n'avaient pas réfléchi au film. Enfin, à ce que ça raconte. Et en fait, ça avait été écrit par Stanislas Garin-Malberg et surtout par Victoria Bedos, exactement, qui sont très sympathiques au demeurant, mais qui ne sont pas scénaristes. Et donc, ils avaient écrit une histoire, mais ils n'avaient pas écrit un film vraiment. Le film commençait par une scène qui était... D'abord, il y avait une voix off dans le film. Et puis, ça a commencé par une scène où elle descendait, l'adolescente. Ses parents faisaient beaucoup de bruit parce qu'ils sont sourds. Elle devait réviser. Elle n'en pouvait plus. Elle était énervée. Voilà, et ça se passait mal. Et la voix disait « j'en peux plus, j'en peux plus ». Ça, c'était la première scène du film. Et après, quand on réfléchit, ça raconte quoi le film? Et c'est vraiment important de savoir ce que ça raconte. En fait, parce que pas l'histoire, mais ce que ça raconte une adolescente qui part. Voilà. Donc après, il y a des histoires de sourds, pas sourds et tout ça, mais les adolescents, à un moment, ça part. Et donc, on peut soit les laisser partir, soit les retenir, et voilà. Et si vous racontez ça, que vous mettez quelqu'un qui est déjà énervé dans la première scène, elle est déjà partie. Quand je vous dis qu'un héros, il faut faire partir du plus loin possible. Donc là, on réécrit cette première scène et c'est l'inverse. C'est la première scène du film. Maintenant, c'est en fait comme ils sont dans une ferme. Du coup, il y a un petit veau qui naît. Elle est dedans, elle a les mains dans le truc, elle aide son père. Elle est hyper dedans. Elle pense même pas qu'elle va partir. On leur a fait partir de beaucoup plus loin. Et donc voilà. Alors, on a beaucoup parlé de cinéma. Ouais. Mais vous avez aussi également œuvré en télévision. Quelle est la différence entre le cinéma et la télévision? On est mieux traité au cinéma. Ça, on est mieux traité au cinéma, on est mieux payé, on est mieux traité. Non, il y a beaucoup de différences. Bon, le Bureau des légendes, c'était un peu particulier parce que c'était la saison 5. Les 2 derniers épisodes, les 5 saisons ont été écrites par le même personnage, par Éric Rochant, qui vraiment pilotait tout. Et là, il propose à Jacques, il me l'avait proposé avant, de prendre les deux épisodes. Et les 2 derniers épisodes, donc les 2 derniers,
Donc, en fait, on a pris beaucoup de plaisir à écrire parce que, et ça, voilà, c'est la règle que j'en ai tirée. C'est parce que vous prenez des personnages, c'est les mêmes personnages depuis 5 saisons. Ils sont essorés. C'est-à-dire qu'on leur a tout fait faire. Le mec, il a été torturé, il est allé là, il est allé... On leur a fait faire beaucoup de choses. Et ça, c'est une question qu'on se pose très souvent avec Jacques. C'est pas un personnage, c'est qu'est-ce qu'il fait, mais c'est qu'est-ce que ça lui fait. Et donc, on écrit 2 derniers épisodes en se disant qu'est-ce que ça leur fait. Qu'est-ce que ça fait d'avoir tué des gens dans certains terrains d'opération, de revenir, d'avoir la culpabilité, d'avoir ordonné des assassinats, d'être comme ça. Et tous ces gens, il y a beaucoup de morts dans la saison au cours des dans les 5 saisons. Et donc, on se dit, voilà, comment est-ce qu'on... Qu'est-ce que ça fait d'être ce personnage-là? Et c'est souvent, on réfléchit comme ça. On parlait de cinéma, mais c'est Saint-Laurent, par exemple, qu'on a écrit avec Bertrand Bonello. On a réfléchi exactement comme ça. En fait, c'était un biopic. Mais vous voyez, dans tous les biopics, ils sont construits toujours sur un truc, c'est d'où ça vient. D'où ça vient la voix, d'où ça vient Bob Marley, le libérateur du tiers-monde, d'où ça vient, je sais pas quoi, le costume pied de poule, si c'est, je sais pas qui, Coco Chanel, d'où ça vient, What I Say, si c'est Ray Charles, d'où ça vient, je sais pas quoi, comme d'habitude. C'est toujours des scènes qui sont très embarrassantes, les scènes de création à faire au cinéma. Parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et donc, c'est le problème des biopics, c'est que c'est comme l'alchimie à l'envers, ça transforme de l'or, c'est-à-dire ce truc de la création humaine, en de la merde, c'est-à-dire une scène où il dit ah, tu joues un truc à la guitare, c'est chouette, hein, comme tous les jours. Ah non, comme d'habitude, vous voyez, c'est des scènes qui sont nulles. Vraiment, les scènes de création, elles sont toujours nulles, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Par contre, ce qu'on sait, et c'est comme ça que moi j'ai eu le boulot de Saint-Laurent, c'est qu'est-ce que ça coûte. Et donc, c'est pareil, c'est qu'est-ce que ça nous fait. Et ça, on peut le savoir parce qu'on sait ce que ça nous coûte d'écrire un scénario, on sait ce que ça coûte de faire un film, on sait ça. Et donc, on a fait un biopic sur Saint-Laurent qui est sur le modèle juste de ce que ça coûte et pas sur d'où ça vient. Voilà. Mais il faut réfléchir comme ça. Et si vous réfléchissez comme ça vous donne des scènes. Ça vous donne une façon de raconter une histoire. On va poursuivre sur l'expérience télévisuelle. La série sur Arte qui s'appelle Machine. Alors, le pitch est fou. Hein, c'est quand Kill Bill rencontre Karl Marx d'une certaine manière. Vous mixez film social et film d'action à tendance kung-fu. Comment est née l'idée de cet ovni en fait télévisuel? Eh ben, ça vient d'une phrase ça vient de 2 trucs. Fred, je connaissais Fred Grégoire, le réalisateur. Il voulait faire un truc de baston. On cherchait à faire un truc de baston, mais social. Toujours cette idée de mélanger un peu les gens. Et en fait, je crois que c'est Godard qui a dit ça, qui a dit « Je préfère les films de kung-fu aux films politiques parce que dans les films de kung-fu, il y a parfois de la politique, alors que dans les films politiques, il n'y a jamais de kung-fu. » Et ben, on s'est dit « Tiens, si on faisait un film politique avec du kung-fu ». Et puis, il y a un autre truc qui était des détournements que faisaient les situationnistes. Vous voyez, un peu comme le grand détournement dans les années 70, en 72, les situationnistes ont acheté un des droits d'un film de kung-fu et ils l'ont doublé avec que des phrases hyper marxistes. Sois patient, je ne suis pas trotskiste. Voilà, le truc. Et avec, il y a les scènes de baston et tout ça. Attention, voilà les bureaucrates. Et tout, voilà. Et donc, ils étaient vraiment sur un... Et on s'est dit, mais pourquoi on ne le fait pas en live, ce film? Voilà. Et donc, on a pris cette idée. Et puis, et donc, on s'est dit qu'on allait faire une série sur la réappropriation de l'outil de production par le prolétariat, qui soit aussi une série de kung-fu. Et donc, on a réussi à la vendre à Arte. Et en plus, là, on ne voit pas, c'est écrit tout petit, mais je suis producteur. Parce qu'on a écrit un texte, on l'a donné à une boîte de prod, vendu. Et puis, ils ont essayé de le monter, ils n'ont pas réussi. Et puis, au bout de 2 ans, ils nous ont dit, bon, ben voilà. Et puis, finalement, on a réussi à le monter. On est allé voir Arte. Alors, Arte, ils nous ont dit, d'accord, mais c'est sur arte.tv. Donc, tout petit budget. On ne savait pas bien comment faire. Et on a travaillé avec Valentine Monteil. On a écrit à 2 mais elle, c'est une jeune fille qui avait fait l'ANSEAD à Bruxelles. Et on a écrit ensemble 1 version, 2 versions, 10 versions. On a fait 9 versions, je crois, au final du scénario. Et à la fin, du coup, on est passé à Arte, mais à Arte Prime Time et sur Prime Video,
qui a mis des sous. Donc là, la série a pu vraiment avoir un budget qui permettait de faire des bastons, des trucs qui étaient chouettes. Parce que là, on est sur un fond qui est quand même assez social, voire politique, là. Alors, Absolument. L'idée, c'était de faire un film comme les films de Stéphane Brisé, vous voyez, où il y a un conflit social comme ça. Ça, c'est un genre qui est très identifié dans le cinéma français. Mais de se dire, voilà, à l'intérieur de ça, on va mettre quelqu'un qui sait faire du kung-fu. Et ensuite, tout le programme du film, c'est le programme des délocalisations. Donc, c'est très simple. Les boîtes elles bossent dans une boîte coréenne. Alors, et les Coréens viennent prendre les trucs, les carnets de commandes. Alors ensuite, il y a une grève. Comme il y a une grève, ensuite, on envoie des types pour casser la grève. Puis ensuite, on envoie des Polonais pour venir prendre les machines la nuit. Voilà. Et puis, il y a un vote. Les syndicats sont d'accord pour, en échange d'être rémunérés, lâcher la rampe. Et puis, là, elle qui fait du kung-fu, avec le personnage de Joey Star, ils se disent, on va faire l'autogestion. On va dire que c'est notre usine. Et puis voilà, et ils vont produire, se payer et vendre leur propre production. Voilà, bon. Et donc, c'est l'autogestion et c'était chouette. Mais donc, le programme, il était écrit par les délocalisations. Donc là, on a retracé toute votre carrière de scénariste jusqu'à aujourd'hui, mais vous êtes également réalisateur. J'ai fait d'autres trucs, là. Voilà, il y a d'autres films également, mais on va passer à la réalisation. Ok. Avec Les Cowboys, en 2015. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu comment vous avez eu cette envie à un moment donné de... En fait, c'est un copain qui m'avait passé un bouquin de photos sur les gens qui s'habillent en cow-boy le week-end et qui font des fêtes cow-boy et dansent et je sais pas quoi, des espèces de grandes fêtes comme ça où il y a un rodéo, un truc, des stands de je sais pas quoi, de ceinturons, d'artisanat indien, de trucs comme ça, et puis un orchestre et ça danse, le square dance. Bon. Et je m'étais dit, avec Noé Depré, on s'est dit, en fait, il y a un truc à raconter là. On peut faire un western. Ils ont déjà les chapeaux sur la tête. Et donc, on a pris comme modèle La prisonnière du désert et on a raconté une histoire. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, justement, vous changez de casquette, vous devenez réalisateur. Je ne sais pas... Pourquoi ce désir de réalisation? Simplement. Parce que de temps en temps, j'avais écrit beaucoup d'histoires et puis à un moment, j'ai écrit celle-là et je me suis dit, ça, c'est la mienne. C'est à moi de la chanter. C'est ma chanson. Et en fait, je me suis dit, ce truc de western est super parce qu'on va pouvoir prendre plein de scènes de western, en fait, des trucs qui sont... et les mettre aujourd'hui. Notre cinéma, il est imbriqué dans le monde réel, mais il est aussi imbriqué dans une histoire du cinéma. Mais c'est ça. Mais de toute façon, si on a un projet où il y a la petite histoire, c'est-à-dire des personnages, la grande histoire, que ça parle un peu du monde, et l'histoire du cinéma, qu'on sait où on est sur le genre, là, ça, c'est pas mal. Là, on se gourre pas quand on a les trois. Et ça, c'est vraiment c'est-à-dire qu'on connaît la forme, on sait ce que ça raconte et on sait dans quoi ça s'inclut. Vous voyez, ce que ça raconte du monde. Soudain, seul, oui. Votre dernière réalisation, on va parler de la genèse de ce film, parce qu'il faut savoir qu'il a une petite histoire. Le casting, au départ, est hollywoodien. Exactement, parce que c'est une histoire... D'abord, l'idée du film, elle naît parce que le film précédent, c'était un film avec beaucoup d'acteurs, on tournait dans beaucoup d'endroits, dans le nord de l'Europe... je sais pas où, dans les Alpes, où est-ce qu'on a tourné encore, je sais pas où, en Inde. Et là, je me disais, ça serait bien d'avoir 2 comédiens et de faire un truc, voilà, dans un espèce de huis clos. Après, moi, j'aime bien les films d'aventure, donc je me disais, c'est super. Faisons-le un huis clos, mais très large. Au contraire, ils sont perdus. Puis, c'est adapté d'un livre d'Isabelle Autissier. Et quand je le lis, je me dis, voilà, ça serait une bonne idée. Et il y a un petit côté Adam et Ève, un peu de ça, parce que c'est un couple face à la nature. Et donc, je me dis, ça va marcher, peut-être qu'on devrait le faire en anglais. Entre-temps, j'avais écrit pour les Frères Sisters, qui étaient en anglais. J'ai écrit aussi un film qui s'appelle Stillwater, avec Matt Damon à Marseille. Et donc, c'était des films en anglais, des productions américaines. Et donc, je me dis, moi, je suis qu'à tenter ma chance. Et donc, je l'écris. Avec Valentine, avec qui j'écris Machine, et on l'envoie à Jake Gyllenhaal. Et il n'a pas de nouvelles. Et puis au bout de 3 semaines, il m'appelle et il me dit super, j'ai lu le scénar, c'est génial et tout ça. Et donc voilà. Et du coup,
J'appelle la prod en disant OK, on a un acteur américain. Après, c'était un peu plus compliqué de trouver une actrice, mais on a trouvé une actrice, Vanessa Kirby. Et puis, tout ça, c'était pendant le Covid et tout ça, c'était un peu compliqué. Et en fait, je les retrouve 8 semaines avant le tournage en Islande pour 4 jours. Pour une semaine, on était censé lire le scénario et l'accorder et tout ça parce qu'on ne s'était jamais vu. Et là, ça devient un enfer parce que, alors qu'il avait lu le scénario, même plusieurs versions, et j'avais retravaillé avec il n'y a plus rien qui va. Il n'aime plus les textes, il n'aime plus les scènes, il n'aime plus le film, ou peut-être qu'il m'aime plus moi. Enfin, ça devient vraiment compliqué. Et donc, au bout de 4 jours, on décide on s'engueule et hop. Et moi, je dis, c'est comme ça. Et puis, j'appelle le producteur. On avait vendu le film dans plein de territoires, un film en anglais. Et puis voilà. Et donc, chacun rentre chez soi, tout le monde très déçu. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, moi, je dis... Et après, je comprends qu'ils veulent le racheter. Jake, il faudrait racheter le film. Et donc, moi, je dis à mon producteur, viens, on le vend et tout, ça va. Et il me dit, non, non, pas question, on va le faire en français, tout ça. Et donc, j'ai réécrit le film en français. Je l'ai réadapté. C'est une même question du budget. On avait, je sais pas quoi, 27 millions pour faire ce film, ce qui était énorme, qui était trop. Et puis là, on s'est retrouvé avec 8. Le récit a été très modifié. Parce qu'un film américain, vous êtes obligé d'être dans un niveau de spectacle très fort, alors que vous allez raconter la même histoire, mais dans un film français, d'abord, vous avez moins d'argent, donc ça va être plus un film sur le couple, et moins un film d'aventure, et on va tuer des otaries, et tout ça. Donc, il tuait des otaries, par exemple, dans le scénario. Ben là, il n'y a plus d'otaries. Il tue des manchots. Mais voilà. Et c'est des trucs comme ça, hein. Mais ça vous permet de resituer, de refaire le film, de réfléchir, et de rendre les choses possibles. Une fois de plus, on est dans un film de genre, c'est un survival. Exactement, c'est un survival. Mais une fois de plus, on le mixe avec l'histoire d'un couple et du coup, ça devient un film plus intime. Cette idée de mélanger les genres, ça permet les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. On se dit qu'on va être dans un survival et puis après, comme c'est un couple, tous les dossiers sortent. T'as couché avec Chloé. Voilà, paf. Et ça démarre. Mais on va proposer maintenant le micro à nos étudiants. Hop. Ok, super. Le cinéma, ça se fait debout. Ça, c'est la leçon numéro 1. Hop, regardez, maintenant, et hop, et il faut être mobile. Ça va, vous m'avez... Bon, alors, qui pose une question? Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. ok. Juste là, Salut. juste à côté. Je voulais vous remercier pour votre partage. Ouais, Et j'avais une question sur votre série Machine. Et du coup, ma question, c'était, je voulais savoir comment vous avez abordé le fait d'écrire des scènes d'action. En fait, c'était plutôt la question, c'est de savoir pourquoi j'ai abordé l'écriture de série. En fait, je vous ai raconté l'histoire avec Jake Gyllenhaal, là, machin. Le film s'est arrêté pendant 1 an. Et donc, moi, j'étais parti en tournage, pratiquement. On était à 8 semaines du tournage. Et donc, ça s'est arrêté et je suis rentré à Paris. Je me disais, merde, comment est-ce qu'on va faire? Et donc là, c'est là où je me suis dit, il faut écrire des séries. Tout le monde veut des séries. Là, donc c'est plus facile à vendre. Et donc, voilà. Et donc, j'ai écrit une série. Les scènes d'action à écrire, c'est pas mal. Mais il faut... De toute façon, vraiment, quand on écrit un scénario, il faut vraiment essayer de bien écrire. Et il faut que... Non, mais c'est vrai, c'est vraiment important que l'écriture soit chouette à lire. Et les scènes d'action, c'est toujours compliqué parce qu'on se demande, est-ce qu'on décrit trop les trucs ou ou pas assez? Mais il y a 2 choses pour les scènes d'action. Je pense qu'il y a le son. C'est vraiment important de décrire le son quand on écrit les scènes de bagarre, par exemple. Et puis, l'autre truc, c'est de penser vraiment en plan. Après, le réalisateur va passer dessus, ça ne sera pas les mêmes plans et tout ça. Mais par contre, cette idée de la valeur de plan à chaque fois, c'est vraiment important. Ça facilite vachement la lecture. Vous allez dire, je sais pas quoi, ils sont 5, ils se précipitent sur lui. Vous savez que c'est un plan large. Et puis, mais là, son poing s'écrase dans je sais pas quoi. Et vous savez que là, c'est un plan serré. Vous voyez? Et donc, il faut vraiment penser quand on écrit plan. Parce que si vous allez dire, ils arrivent à 5 et puis ils leur cassent la gueule, ça ne marche pas dans le scénario. Donc, il faut vraiment penser au plan. Et c'est comme ça qu'on les écrit, les scènes Et puis, il faut essayer d'avoir une idée à chaque fois. Voilà. Parce qu'on en a vu beaucoup des scènes. Comment devenir un bon scénariste sans avoir fait d'études de cinéma selon vous? Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Il y a plein de bons scénaristes qui ont fait qui ont fait que des séries, par exemple.
Après, c'est un autre exercice, la série. Je me suis rendu compte que je n'en avais jamais écrite avant Machine. Mais en fait, quand on écrit un film, souvent on pense en actes. Il y a le premier, deuxième et troisième acte. Un personnage va faire un truc, il va avoir une opposition et puis il va comprendre quelque chose. Moi, basiquement, ça va être ça, les trois actes. Quand on a une série, en fait, il faut écrire un truc qui tout le temps avance. Toutes les 10 minutes, il faut qu'il y ait un truc. Toutes les 8 minutes, il faut qu'il y ait un truc qui se développe, qui nous surprenne, qui fasse quelque chose. Et donc ça, c'est une autre façon d'écrire. Mais il y a plein de gens, vous savez, je ne sais pas quoi, je pense à Simon, là, le gars qui a écrit The Wire, je pense aux grandes séries qu'on a vues. Ce n'étaient pas des gens qui avaient un gros track record, un gros IMDb de cinéma. Des gens qui sont lancés là-dedans et même en France, quoi, je sais pas quoi, Fanny Herrero ou des trucs comme ça, c'est des bons scénaristes. Et ils écrivent des séries. Ou celui qui a écrit, je sais pas quoi, Baron Noir et La Fièvre, là, tout ça, c'est chouette. Mais après, souvent, les gens des séries, les gens des télés, ils veulent se rassurer en prenant des noms qui viennent du cinéma. Et c'est pour ça que je pense toujours que le cinéma, c'est vraiment le futur des plateformes. Parce qu'il n'y a personne qui se développe. Il y a très peu de gens. C'est très difficile de devenir réalisateur de séries et d'avoir un nom qui... Il y a peu de gens qui soient sortis vraiment des séries. Il y en a quelques-uns, mais ça commence maintenant. Mais quand vous faites une série Netflix, ce n'est pas une série de Michel Pellon. C'est une série Netflix. Et c'est compliqué de trouver le nom du réalisateur. C'est compliqué, vous voyez. Donc, ils n'ont pas réussi à faire émerger vraiment encore des talents, en tout cas en France. Pas beaucoup. Les plateformes, elles ont du mal à ça. Et donc, elles vont chercher dans le vivier du cinéma. Et du coup, c'est la série de Xavier Giannoli, c'est la série de réalisateurs confirmés, souvent. Voilà. Selon vous, un scénariste doit-il forcément vivre ses histoires avant de les écrire? Non, je ne crois pas. Mais je ne suis pas allé en prison, par exemple. Mais j'ai écrit un film qui se passe en prison. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est pas mal d'avoir vécu des trucs. Et c'est pour ça que souvent les scénaristes, ils sont un peu âgés. Quand ça commence à marcher, ils ont ils ont dépassé la trentaine. Je pense que c'est important d'avoir vécu beaucoup de choses. Les réalisateurs, ils peuvent sortir plus jeunes. Les scénaristes sont souvent un peu plus âgés. Et donc, c'est important d'avoir du vécu pour pouvoir savoir ce qu'on dit, ce qu'on fait dire ou ce que vivent les personnages. Mais non, je ne pense pas que Lucas, il avait besoin d'aller dans l'espace ou je ne sais pas quoi. Par contre, vous voyez, ça, c'est un bon exemple, le truc de toute la saga là, de Star Wars et tout. Il y a 9 je sais pas quoi, 9 épisodes ou 12 ou je sais pas combien ils en sont. Et tout le truc, avec des milliers de trucs de vaisseaux, de design, de planètes, de cosmogonie folle et tout ça. Et tout le truc dont tu te souviens, c'est « Je suis ton père ». Vous voyez, le truc qui peut se dire à la terrasse du café. Mais donc, ils ont fait tout ce truc-là, mais le truc important, c'est ça. Et ça, il suffit d'avoir un père. C'est pas la peine de voyager sur Tatooine. Bonjour. Je voulais vous demander comment est-ce que vous pensez qu'on peut écrire sur un sujet qui nous touche, qui nous tient à cœur, écrire ou réaliser, sans partir dans le côté émotionnel et prendre trop à cœur le projet? Le genre, c'est pratique pour ça. Les projets, il faut mettre des trucs perso dedans. Mais il ne faut pas que ça se voit. Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'il faut mettre des trucs qui sont vraiment personnels, mais il ne faut pas que ça se voit. Il faut avoir des paravents. Le genre, c'est un bon paravent pour ça. Vous voyez, peut-être Lucas, il a eu un problème avec son père, il l'a rencontré à 16 ans. Et donc, il dit, waouh, comment je... Eh bien, il raconte un film de science-fiction, et là, la phrase, c'est « Je suis ton père ». Et vous voyez, et du coup, c'est pas mal, ça. Je trouve. Après, il y a un cinéma aussi de gens qui a un cinéma très à la première personne, vous voyez, mais à la télé, ça ne marche pas. Et c'est un peu des niches au cinéma quand même. Donc, c'est pour ça que le genre, c'est un bon truc. Et le film, vous voyez, quand on définit le film, définissez vachement le film que vous voulez écrire, définissez les personnages, et puis après, vous allez mettre toute votre émotion, mais elle sera vécue à travers les personnages. Est-ce que vous prenez plus de plaisir à écrire ou à réaliser? Vous m'avez peur. Non, je prends beaucoup de plaisir à réaliser, c'est vraiment très agréable. Écrire, c'est toujours difficile. Écrire, même si on a écrit plein de scénarios, même
Même si on a écrit plein de scénarios, finalement, on n'écrit jamais que quand on a vraiment un flingue sur la tempe et que le producteur attend et qu'on est en retard et que tout le monde, voilà, que la pression monte et tout ça. C'est dur d'écrire, mais c'est dur de s'y mettre. De temps en temps, on a du plaisir à écrire, alors que réaliser, il y a un truc. Moi, je trouve ça assez sympathique. Si on a bien préparé, si on a une bonne équipe et tout ça. Dernière question, si quelqu'un a encore une question ou pas? Je voulais vous demander, vous avez beaucoup parlé de dynamique de groupe pour écrire vos scénarios, donc vous travaillez beaucoup en groupe. Est-ce que vous divisez les tâches ou est-ce que vous fonctionnez plutôt ensemble à écrire? Est-ce que vous faites ça à distance? Ensemble. D'accord. Je pense que il faut réfléchir à deux, ça c'est vraiment important. Toute la partie où on réfléchit au film, mais des fois, on réfléchit en écrivant très peu pendant des semaines, pendant même des mois, des fois, vous voyez. On réfléchit au film, ça va être comme ça, et puis on se dit, puis on a un peu des... Donc, si on veut que ce soit comme ça, il y aurait tel moment de l'histoire, tel moment, ça serait ça, mais le personnage, du coup... En fait, c'est tout le temps un équilibre, un scénario. C'est un équilibre... Non, j'ai longtemps pensé ça. C'était un équilibre entre l'histoire et les personnages. Vous voyez, il y a des films avec beaucoup de personnages, et on est très, très proche des personnages, mais il ne se passe rien. Et après, il y a des films où il se passe énormément de trucs, beaucoup d'histoires, mais les personnages, vous voyez... il y a pas, on n'a pas grand-chose auquel s'accrocher. Et en fait, il y a un troisième truc qui est le thème. C'est important de savoir de quoi on parle aussi. Et donc, une scène, si elle sert le personnage, elle fait avancer l'histoire et elle parle du thème, je pense que là, vous avez une bonne scène. Mais c'est souvent ça. C'est un équilibre aussi entre le drame et la justesse, un scénario. C'est toujours ce truc. Et le drame, ça c'est une phrase super de Mark Hendrick qui dit... le drame, c'est un mélange de suspense, non, de surprise et d'anticipation. Il faut être à la fois surpris et anticipé. C'est-à-dire qu'il faut que je sache un peu, si ça arrive vraiment comme une surprise, ça ne marche pas, mais il faut que qu'on m'ait dit un peu à l'avance ce qui va se passer et que ça ne se passe pas comme... Voilà. Mais je sais que là, il va se passer quelque chose. Ah, mais c'est autre chose qui se passe. Mais il faut qu'on me prévienne un peu et puis mais que j'ai toujours de la surprise. C'est un mélange de surprise et d'anticipation. C'est une bonne phrase. Et bien, sur ce dernier conseil, nous arrivons au terme de cette masterclass. Merci beaucoup à vous, Thomas. Merci à vous, Deguin, de nous avoir fait part de votre expérience. Voilà. Okay. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis en live. Et sur Twitch. Sur Twitch. Et merci à vous qui étiez dans la salle et bonne chance pour les séries. Voilà, et puis on tient à remercier... Le plus dur est devant. On tient à remercier Nino qui nous a permis... Voilà, Nino qui nous a permis d'avoir cette rencontre avec Thomas Bidguin aujourd'hui, qui est un de nos étudiants. Donc. Merci également à Eric Dinquian qui nous a aidé avec Fabrice à préparer cette masterclass. Merci à Sandrine Hasson aussi du service communication. Voilà, puis merci à vous tous. Super, bonne soirée.